Hardy folks et bienvenue dans la FAQ de la chaîne. On a fait un live la semaine dernière qui a duré plus de 4 heures où je vous ai laissé l'opportunité de répondre à toutes vos questions. Ce live est toujours disponible mais je l'ai mis en non répertorié pour pas qu'il s'affiche sur la chaîne, mais vous pouvez retrouver un lien en description si vous êtes déterminé à regarder presque 4 heures de stream. En tout cas, cette vidéo c'est le best-of des questions, celles que vous me posez le plus souvent. Donc on va commencer par l'évidence. Déjà, je m'appelle Olivier, j'ai 27 ans et donc je suis français, mais j'habite aux États-Unis depuis 4 ans maintenant. En fait, j'ai eu l'opportunité quand j'avais 21 ans d'aller étudier en Californie pendant 1 an, donc à l'université là-bas. Et ensuite, en rentrant de France, j'ai terminé mon master et ensuite, j'avais vraiment envie de retourner aux États-Unis parce que j'avais une excellente expérience dans le pays. Et donc ensuite, j'ai trouvé un emploi aux États-Unis, donc d'abord en Californie et ensuite à Denver, là où je suis actuellement, donc Denver dans le Colorado. Donc je suis à Denver là depuis 3 ans et demi maintenant, et je vais déménager au Texas courant 2021. Donc voilà pour mon parcours, je suis développeur d'applications, donc je travaille dans une entreprise qui fabrique des logiciels pour des boîtes de streaming, des boîtes de vidéo à la demande et des chaînes de télé, donc c'est des logiciels de traitement vidéo. Ce sont des logiciels que vous pouvez pas acheter, ce sont vraiment vendus à des entreprises, c'est très B2B, business to business. Donc voilà ce que je fais en plus de la chaîne YouTube. En parlant de la chaîne YouTube, je l'ai lancée fin juillet dernier. En fait, ça faisait un moment que je voulais faire une chaîne sur les États-Unis. J'aime vraiment beaucoup parler des États-Unis. À chaque fois que je reviens en France, je suis un peu l'ambassadeur du pays de l'oncle Sam, parce que j'aime vraiment beaucoup la culture ici. Et donc, ça faisait un moment que je voulais discuter des US sur YouTube. Et en fait, j'arrêtais pas de repousser parce que j'avais l'impression de pas avoir le temps de le faire. Et en fait, j'ai pris 2 semaines de vacances en juillet. J'ai commencé à réfléchir aux vidéos, au format des vidéos, à ce que je voulais présenter. Et après, je me suis dit, bon, allez, on se lance, c'est parti. Et là, bien entendu, avec l'élection, ça a vraiment décollé. On est 7000 abonnés maintenant, donc c'est vraiment super. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez bien entendu liker cette vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube, partager autour de vous, allez regarder les autres vidéos de la chaîne, il y a vraiment de tout. On a des vidéos sur les États, on a des vidéos sur la culture américaine, on a des vidéos sur des événements politiques, là notamment avec les élections. Et aussi, je voudrais remercier ceux qui ont donné à la chaîne. Donc on les appelle les héros du parti. Et ce sont les gens qui ont donné plus de $10. Donc merci pour ce mois-ci à ces personnes-là. Vous retrouverez en description des liens vers plusieurs méthodes si vous souhaitez aider la chaîne financièrement. Je vous rappelle qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire et 100% du contenu reste gratuit, disponible sur YouTube et Odyssey. Donc rien de payant, rien de disponible pour les membres. Il s'agit simplement si vous souhaitez aider financièrement la chaîne et m'aider à recouper un peu mes frais parce que j'ai dû acheter du matériel, je continue à payer des logiciels et j'aimerais notamment m'équiper davantage pour pouvoir proposer plus de contenu où c'est moi qui filme et pas seulement des images dont j'achète les droits sur internet. Donc voilà, merci à ceux qui choisissent d'aider la chaîne, mais encore une fois, rien d'obligatoire. Vous trouverez en description, vous avez un lien vers le Odyssey où vous pourrez faire des donations donc sur Odyssey. Il y a aussi un lien PayPal si vous aimez bien PayPal, sinon si tout ça c'est peut-être un peu compliqué, vous pouvez rejoindre la chaîne, c'est juste en bas, si vous retirez le plein écran de la vidéo, vous avez un bouton rejoindre sur YouTube, ça permet aussi de contribuer comme ça, et il y a également un lien pour Patreon. Alors Patreon c'est le Tipeee américain, je peux pas travailler avec Tipeee malheureusement parce que malheureusement ils ne me permettent pas de travailler avec mon compte bancaire américain, donc je dois travailler avec le sort de Tipeee américain qui s'appelle Patreon. Donc voilà, 4 façons de contribuer si vous le souhaitez, mais encore une fois, rien d'obligatoire. Alors une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je fais pour travailler aux US ? Il y a plusieurs méthodes. Déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas juste prendre l'avion pour essayer de trouver un job aux États-Unis et ensuite avoir un visa de travail. C'est pas possible. Vous devez déjà avoir un visa de travail pour chercher un emploi. C'est un peu ridicule, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est que l'entreprise américaine vous cherche ou alors que vous développiez vous-même votre business. Mais bon, pour la majorité des gens, notamment quand moi j'ai déménagé quand j'avais 21 ans, j'étais étudiant. Mais ensuite, quand j'avais 24 ans, en fait, je suis passé par un programme qui s'appelle le VIE. Donc ça, c'est un accord d'échange entre la France et les États-Unis qui vient accompagné d'un visa. C'est un accord qui dure entre 12 et 18 mois, donc une bonne période. Donc vous devez travailler pour une entreprise française aux États-Unis, mais ça permet à ces entreprises de facilement vous engager en tant que stagiaire ou apprenti, et donc vous aurez un visa, et vous aurez un salaire, vous aurez une assurance, vous aurez tout bien inclus comme il faut, vous aurez un vrai boulot, mais pendant 12 à 18 mois. Et donc ensuite, beaucoup de ces entreprises décident de renouveler
donc avec d'autres types de contrats. C'est vraiment une excellente étape pour ceux qui souhaitent travailler aux États-Unis. Déjà, si vous connaissez pas bien le pays, c'est une bonne idée d'avoir une expérience d'1 an, 1 an et demi pour prendre un peu l'eau du bain, la température de l'eau du bain. Et donc voilà, je vous recommande le VIE. Sinon, n'importe quoi d'autre qui fonctionne pour vous, bien entendu, ça marche. Mais le VIE, c'est vraiment une bonne alternative. Un petit message sur le VIE. Le salaire est déjà pré-négocié. En fait, c'est difficile de le réaugmenter. C'est un peu un package, un peu tout complet. Je vous recommande d'avoir des économies d'avance, surtout si vous voulez, comme moi, voyager beaucoup pendant ces 18 mois, parce que le salaire est quand même bien en dessous de ce qu'un Américain pourrait se faire au même poste. Donc je vous recommande vraiment... Donc je vous recommande d'avoir des économies pour bien profiter de votre expérience. Avant de passer à la suite, je voudrais juste faire un peu de pub pour l'Instagram de mon chien. Alors il est géré par ma copine, il est complètement en anglais, mais voilà, je vous... regardez comment il est mignon, je vous montre toutes les photos maintenant. Regardez-moi ça, comment est-ce que vous voulez ne pas follow ce chien? Bon, je vous laisse le QR code pour pouvoir le suivre. En tout cas, voilà, c'est peut-être un bon moyen aussi d'apprendre l'anglais, parce que on poste des photos, mais aussi on écrit des histoires. C'est ma copine qui gère ça, c'est elle qui écrit les histoires en anglais qui vont un peu illustrer la photo. Donc merci à tous ceux qui follow, merci de soutenir aussi ce compte. Question suivante. Comment est-ce que les Américains voient les Français? Alors je voudrais répondre à cette question en deux parties. Il y a comment est-ce que les Américains voient la France et comment est-ce que les Américains voient les Français. Alors, en fait, dans les deux cas, les Américains ont un a priori assez positif finalement, de mon expérience. Beaucoup d'Américains vont pas avoir d'avis ou d'a priori sur des Allemands ou des Belges par exemple parce qu'ils connaissent vraiment pas le pays. Et par contre, la France a la chance d'exporter énormément de culture à l'étranger, et notamment aux États-Unis, au travers des films, au travers de tout ce qu'on connaît de Paris, de la Tour Eiffel, de la culture française. Et donc, vous avez cette chance-là en tant que Français aux États-Unis que les gens savent d'où vous venez et ont un avis plutôt positif. Donc un avis extrêmement positif sur le pays. En fait, si vous demandez à un Américain, surtout s'ils n'ont jamais voyagé en Europe, ils vont vraiment fantasmer sur l'Europe et vous décrire les châteaux, la bonne nourriture, la vie un peu à l'ancienne finalement. Ils ont du mal à imaginer que, à Paris, il y a des gens qui sont entassés dans des tours et qui vont travailler un peu comme partout finalement. Enfin, partout dans des grandes villes. Et voilà, mais ils ont quand même cette vision très fantasmée de l'Europe. Après, ils déchantent un petit peu quand même quand ils y vont pour de vrai. C'est un peu le rêve qui s'écroule un peu. Ils se rendent compte que finalement, surtout Paris en l'occurrence, n'a rien d'exceptionnel et de féerique comme ils auraient pu l'imaginer. En tout cas, le reste de la France, emmener des Américains dans des vignobles, au château de la Loire, ils vont adorer. Ensuite, concernant les Français, bien entendu, tous les clichés. C'est un peu comme les clichés que vous pourriez avoir en tant que Français pour des Américains. Vous imaginez que les Américains ont un gros pick-up, qu'ils ont une grosse maison, qu'ils mangent, qu'ils ont un accent super fort et qu'ils mangent des hamburgers toute la journée. Bon, c'est à la fois un stéréotype, mais c'est quand même un peu fondé sur de la réalité. Eh bien, pareil pour les Américains, ils imaginent que tous les Français mangent des baguettes en permanence et adorent les escargots et les grenouilles et s'habillent en marinière. Ce qui est fondamentalement pas faux, mais quand même un peu exagéré. Donc vous voyez un peu voilà. Dans les grandes lignes, ils ont un bon a priori sur les Français, mais ils s'imaginent que les Français sont assez grossiers et sales aussi. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais ils s'imaginent que le Français ne se lave qu'une fois par semaine. Je pense que cette impression de grossièreté vient du fait qu'on a tendance à utiliser beaucoup d'euphémismes en français. Par exemple, si vous avez apprécié un restaurant, vous direz « Ah oui, c'était pas mal ». Alors que l'Américain va dire « C'était super, meilleur resto de ma vie », ce genre de choses. Ils vont utiliser énormément de superlatifs, alors que nous, on va avoir tendance à dire « Oui, c'était bien, ouais ». Et donc, les Américains n'aiment pas trop ça et ont surtout l'impression à chaque fois que le français parle naturellement et utilise des euphémismes qu'en fait, on n'est pas intéressé, on est un peu blasé, ce genre de choses. Je pense que l'accent monotone français, que les Américains trouvent très charmant d'ailleurs, mais a du mal aussi à transmettre les émotions aussi efficacement que si vous avez entendu des Américains parler, vous savez qu'ils sont très très expressifs. Et donc voilà, je pense que cette impression vient de là. Mais en tout cas, ils ont un très bon avis, un très bon a priori sur les Français, et notamment l'aspect charmeur, surtout auprès des femmes, marche excellemment aux États-Unis. Bon, on a vite fait aborder le sujet de la nourriture. Je voudrais juste vous lire la question qu'on m'a posée dans le live, mais également qu'on m'a posée sur le Discord, où Florian me dit « Au niveau culinaire, quelles sont les habitudes alimentaires des Américains? Est-ce un cliché quand on dit qu'ils mangent mal? Y a-t-il de la nourriture saine proposée dans les rayons des magasins, des rayons bio ou des produits locaux sains ?»
Alors oui, c'est vrai qu'on s'imagine les Américains manger que de la pizza et des hamburgers et pas manger de haricots, de légumes, de quoi que ce soit. Bon, on va pas se mentir, si vous regardez les chiffres de l'obésité, vous verrez que les États-Unis sont bien devant. Mais les produits bio, les produits sains, les produits frais sont quand même disponibles en magasin. En fait, je pense que, contrairement aux Français, ils n'ont pas peur des produits préparés. En France, on a un peu... on n'aime pas tellement quand c'est pas naturel, quand c'est sous vide et qu'il faut le réchauffer au micro-ondes, ce genre de choses. Pour les Américains, ils y pensent même pas une deuxième seconde. Bon, après, bien sûr, c'est pas tout le monde. Et je vous donne des grandes lignes ici. Après, pour répondre à ta question sur la nourriture qui est mauvaise, il y a un problème aux États-Unis, et c'est ça qui est la première cause de l'obésité, c'est que les familles pauvres représentent la majorité des obèses. Et donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces familles pauvres, ce sont souvent des parents isolés qui ont peut-être plusieurs emplois, qui n'ont absolument pas le temps de cuisiner, et donc qui vont choisir la simplicité d'acheter de la malbouffe vraiment pas chère. Et le truc aux États-Unis, c'est que vous pouvez avoir un hamburger pour $1, vous pouvez avoir une pizza pour 1,50 et un coca pour $1. Et donc c'est vraiment facile de nourrir toute une famille en $6 juste en passant au drive, en cherchant une grosse pizza. Et donc cette pizza, imaginez-vous bien qu'à ce prix-là, ça doit pas être très terrible ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, pour répondre à la question, oui c'est vrai, les Américains sont beaucoup moins regardants en moyenne que les Français sur ce qu'ils mangent. Mais rassure-toi, les produits frais, les produits sains sont disponibles en magasin, bien entendu. Je pense à certaines spécialités qui ne viennent pas des États-Unis, comme le pâté, le saucisson, le fromage. Ça, beaucoup sont importés de France, et bien entendu, vous imaginez bien que c'est très très cher. Mais pourtant, il y a quand même... moi, ici, j'ai trouvé du jambon à l'os, sans problème, 6 kilos de jambon que j'ai acheté. Je vous le montre à l'écran en ce moment. Pareil, j'ai trouvé, il y a 2 semaines, des escargots dans un restaurant. C'est pas commun, bien entendu, mais en tout cas, on trouve ce genre de produit. Et donc, c'est pas... en tant que Français, vous devrez chercher un petit peu pour aller débusquer ça, mais c'est possible. C'est pas comme si le continent entier était rempli de burgers surgelés. Donc voilà, j'espère avoir répondu un peu à cette question que beaucoup de gens me posent. Une autre question, je vais revenir un peu sur moi. On m'a demandé mes loisirs. Donc, j'ai plusieurs loisirs. Déjà, les armes à feu, je suis très intéressé par ce domaine-là. J'ai une carte dans un stand de tir. Je suis également intéressé par l'automobile. Donc là, actuellement, j'ai une Subaru WRX que vous voyez à l'écran actuellement. Je l'emmène sur des circuits de temps en temps, même si c'est pas une voiture de circuit, c'est une voiture de rallye. Mais bon, ça me fait quand même triper d'arriver en amateur et de pouvoir rouler à 200 km/h pour m'amuser, en toute sécurité et sans prendre de PV aussi. J'avais une vieille Jeep avant, ça revient quand j'étais en VIE, je vous disais que vous alliez devoir, si vous comptez faire un VIE, dépenser dans vos économies. J'avais dû acheter une vieille voiture que je devais réparer moi-même. Bon, j'ai aussi modifié pas mal de choses sur cette Jeep, mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup faire ça. Puis aussi sinon, vous pouvez voir ça comme du travail, mais j'aime beaucoup mon métier, moi, l'informatique, le développement, faire des programmes, résoudre des problèmes, coder des trucs, c'est vraiment un truc qui me plaît. J'ai des projets perso en parallèle, ça c'est vraiment des trucs aussi qui occupent une partie de mon temps libre, et bon, on peut le voir comme du travail, mais c'est quand même une passion pour moi avant tout. Donc voilà, sinon j'ai aussi beaucoup voyagé aux États-Unis, j'ai fait plus de 30 États déjà, vous pouvez voir sur la carte là tous les endroits où je suis allé déjà. Donc voilà, j'ai surtout beaucoup voyagé quand j'étais en VIE, parce que il y avait 6 semaines de vacances, là j'ai un peu moins de vacances, mais bon, vous voyez, la semaine dernière pour Thanksgiving, j'étais dans l'Oklahoma, le Texas. On ne rate pas une occasion d'aller voyager et découvrir un peu du pays. Un grand continent, ces États-Unis, beaucoup de choses à voir. Ok, je vais passer rapidement sur les dernières questions, parce que je voudrais pas que la FAQ fasse 30 minutes. On en fera d'autres, vous inquiétez pas, mais là, celle-ci, j'y ai déjà répondu dans certaines vidéos, donc je vais passer rapidement là-dessus. La première question qu'on me demande, c'est comment est-ce que j'ai appris l'anglais. Alors, j'ai appris l'anglais, je suis français, hein, donc j'ai appris l'anglais à l'école comme tout le monde, collège, lycée, et ensuite à l'université. J'étais pas mauvais en anglais à l'école, vraiment pas. Par contre, quand j'ai déménagé aux États-Unis pour la première fois, j'ai vraiment pris une claque. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est impossible d'apprendre l'anglais juste en utilisant des cours, et ensuite de se débrouiller complètement dans un pays étranger, aucune chance. C'est pour ça que je vous recommande, si vous avez l'opportunité d'aller en Angleterre, n'importe quel pays anglophone, mais juste passez-y du temps, quoi. Pas une semaine, pas 2 semaines. Si vous avez une opportunité d'un stage, un été, ou de faire un VIE ou ce genre de choses, allez-y. C'est le seul moyen où vous pourrez être bilingue complètement, parce que les cassettes du cours d'anglais Lesson 1 Unit 4,
ça va pas vous emmener, ça va vous apprendre beaucoup l'écrit, ce qui est bien, mais en tout cas, l'anglais oral, discuter avec des gens, comprendre ce qu'on vous dit quand vous achetez un appartement, quand vous négociez un prêt voiture, ce genre de choses, il faut pratiquer. Un conseil que je peux donner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de lycéens qui suivent la chaîne, suivez vos cours, bien entendu, hein, c'est pas... ce que je vous dis sur les cours qui vont pas vous aider plus que ça à l'oral, ça vaut quand même pour l'écrit, suivez bien vos cours. Moi, ce que je vous recommande, beaucoup d'entre vous regardent des séries en anglais sous-titrées français. À partir du moment où vous avez un certain niveau, essayez les sous-titres anglais. Et je vous recommande de prendre les sous-titres pour sourds et malentendants, qui peut-être défilent un peu plus vite, mais en tout cas auront la phonétique, enfin la lecture exacte de ce qui est dit. Ils vont pas essayer de remplacer les mots pour faire plus court, ce genre de choses. Mais en tout cas, vous lirez ce que vous entendez. Et cette association, moi en tout cas, m'a beaucoup aidé. Et donc c'est peut-être un conseil que je peux vous donner. Si vous avez du mal à commencer avec ça, parce que si vous avez pas un niveau qui vous permet de suivre vraiment, de lire assez vite ou ce genre de choses, commencez par regarder des films en anglais, des films que vous connaissez déjà. Genre vous serez pas surpris par l'histoire ou les dialogues, et vous concentrez-vous sur ce qui est dit, comment c'est dit et ce qui est écrit à l'écran. Voilà mon petit conseil pour apprendre l'anglais. Mais sinon, si c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, débrouillez-vous pour faire un stage à l'étranger, dans un pays anglophone. Débrouillez-vous pour planifier un VIE, pour aller étudier à l'étranger, ce genre de choses. C'est vraiment comme ça que vous serez super bilingue. Autre question, est-ce que les États-Unis c'est un pays dangereux avec tous les flingues ? Non. Moi, honnêtement, clairement, je me sens plus en sécurité aux États-Unis qu'en France. Après, voilà le truc. En France, il y a énormément de petites délinquances un peu partout qui est agaçante. Aux États-Unis, pour le coup, la délinquance a tendance à être très localisée dans certains quartiers de ville. Donc en fait, dans chaque ville, vous allez avoir le quartier où personne va aller. Et je vous dis pas personne y va parce que c'est mal éclairé, ce genre de choses. C'est vraiment personne y va parce qu'il y a des mecs qui se font tirer dessus, parce qu'il y a des règlements de compte de gangs, ce genre de choses. Dans les grandes villes, hein, bien entendu. Ces quartiers-là, vous avez juste à les éviter et tout le reste. Et en tout cas, dans mon impression personnelle, bien entendu, vous pourrez me trouver des statistiques sur là où j'habite à Denver, où en fait, il y a beaucoup plus de vols de sacs à main, je sais pas, que là où j'étais à Paris avant. Mais en tout cas, dans mon impression, je me sens beaucoup plus en sécurité. Un truc qui change beaucoup par rapport à la France, c'est que beaucoup de vos déplacements aux États-Unis, surtout si vous êtes dans l'Ouest, vont se faire en voiture, et donc vous êtes moins vulnérable entre guillemets dans la rue, dans les transports en commun, où vous êtes potentiellement exposé à un groupe de mecs qui ont un peu trop pris la confiance et qui vont venir vous emmerder. Du coup, les déplacements en voiture aident beaucoup. Aussi, le fait d'avoir un permis de port d'armes aux États-Unis aide beaucoup à se sentir en sécurité. Mais moi, j'ai jamais eu à utiliser mon arme pour me défendre ou quoi que ce soit, bien entendu. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur la question. Ensuite, on me pose des questions sur l'assurance maladie. Je vais préparer une énorme vidéo là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on entend souvent dire qu'il n'y a pas d'assurance maladie aux États-Unis et que si vous vous cassez la jambe, ça va vous coûter 10 000 $. C'est pas vrai. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie, c'est à vous de la payer. Et donc, beaucoup de gens font le raccourci de ne pas la payer pour faire des économies, pour payer des dettes, ce genre de choses. Mais du coup, effectivement, si vous n'avez pas d'assurance, eh bien, vous serez très mal couvert et vous devrez payer énormément de votre poche. Moi, j'ai une assurance maladie via mon travail, donc je suis extrêmement bien couvert. Et mon expérience de la médecine aux États-Unis et de ceux qui ont eu affaire au système médical ici est meilleure qu'en France. Après, vous pouvez regarder des statistiques sur le nombre de lits en réanimation, ce genre de choses. Les États-Unis ont une excellente médecine, pareil pour le taux de survie du cancer, ce genre de choses. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est d'être très très cher et que l'État ne paye pas systématiquement pour tout le monde et c'est à chacun de prendre son assurance. Donc voilà, pour faire très très court, parce que c'est un sujet très très vaste, si vous avez une assurance, vous êtes tout aussi bien, voire mieux couvert qu'en France. Merci d'avoir suivi cette FAQ. Si vous voulez voir la vidéo complète des 4 heures de live et que vous êtes vraiment chaud, retrouvez le lien en description. J'ai pas supprimé le live si vous le voyez plus, il est juste non répertorié et vous pouvez le voir en description. Donc merci à tous. En tout cas, n'hésitez pas à poser davantage de questions en commentaire de cette vidéo, je vais les noter pour la prochaine FAQ. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à la base des questions et on pourra peut-être rentrer plus en profondeur la prochaine fois. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi en live. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.